Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT, tout de suite le sommaire. Alors que les bacheliers se préparent à passer l'épreuve de philosophie, eh bien on en parlera justement de cette discipline avec le créateur de contenu et ancien prof de philo, Lev Frankel. Ce sera en première partie de notre émission. Qu'est-ce que consentir? C'est la question que pose la députée Marie-Charlotte Garin dans son dernier ouvrage, un sujet sur lequel elle travaille notamment à l'Assemblée nationale. On en parle avec elle en seconde partie de notre émission. Dans sa chronique, Guillaume Buan nous emmène faire un tour du monde où les naissances des filles seraient maintenant plus attendues que celles des garçons. Mais avant cela, place à l'actu avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Pour débuter ce nouveau drame en Haute-Marne, dans la commune de Nogent, une assistante d'éducation est décédée de ses blessures après une énième attaque au couteau. Et les faits se sont produits ce matin alors que les gendarmes procédaient à un contrôle de sac aux abords du collège Françoise Dolto. Ce collégien de 14 ans a donc brandi un couteau avant d'en asséner plusieurs coups à cette surveillante. Écoutez ce témoignage recueilli par RTL, il s'agit d'un élève qui a assisté à la scène. Ce matin-là, il y avait des fouilles. Ils fouillaient les sacs pour savoir si on n'avait rien de dangereux. L'élève, on le voyait de dehors, il marchait, en fait, comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire et il stressait, en fait. À ce moment-là, donc on est presque allé pour fouiller nos sacs. Et donc, on entend que ça crie. Donc, c'est la surveillante, elle court. Et derrière, on voit l'élève avec le couteau, avec la main qui brandit le couteau. Et donc, au début, elle a réussi à esquiver et elle s'est pris des coups de couteau, quoi. Et donc, les policiers, ils se sont directement retournés et ils l'ont arrêté, quoi. Ils l'ont menotté, etc. Alors l'adolescent a rapidement été interpellé, placé en garde à vue. Il était jusqu'à présent inconnu des services de police et de la gendarmerie. Pour ce qui est de la victime, elle est âgée de 31 ans, elle est mère de famille, elle est décédée à la suite de ses blessures malgré l'intervention des secours sur place. Un gendarme a lui aussi été blessé légèrement à la main. La ministre de l'Éducation a agi une première fois sur X et les réseaux sociaux. Elisabeth Borne qui s'est par la suite rendue sur place, elle a dressé le profil du collégien. Je vous propose de l'écouter. Les jeunes sont naturellement très choqués. Vous savez qu'on était précisément dans une opération de fouille et donc beaucoup de jeunes attendaient et ont été témoins de cette scène extrêmement violente. Ils sont choqués par ce qu'ils ont pu voir. Ils sont aussi très choqués de voir qu'un de leurs camarades a pu commettre un acte aussi effroyable. Et un camarade qui était très intégré dans le collège, comme je le disais, c'était donc un référent de lutte contre le harcèlement. Donc naturellement, tout le monde est choqué par ce qui s'est produit. Le collégien avait fait l'objet en début d'année, 2 exclusions temporaires pour perturbation de la classe, mais depuis le mois de novembre, la principale nous le disait, ses professeurs le confirmaient, il n'y avait pas du tout de difficulté avec cet élève. Une équipe de mobilité, de sécurité est sur place, notamment mise en place par l'Académie de Reims, ainsi qu'un soutien psychologique. Sachez que les élèves ont été confinés, puis les parents sont venus les chercher. Les cours sont suspendus jusqu'à demain inclus. Ils vont reprendre jeudi. 2 réactions à vous faire écouter, celle des syndicats. La première, c'est celle de Jean-Rémy Girard, le président du syndicat national des lycées, collèges et écoles, qui évoque, lui, la santé mentale des jeunes. En finalement assez peu de temps, on a une collègue qui a été tuée à coups de couteau. On a une élève qui a été tuée à coups de couteau, les 2 en classe. Et là, ce matin, une surveillante qui a été tuée à coups de couteau juste devant le collège. Ça fait quand même beaucoup en pas très longtemps. De toute façon, des solutions qui doivent être du côté du préventif et de l'éducatif et du côté de la santé mentale. C'est pas un acte du tout anodin. Donc il va falloir effectivement traiter aussi la question de la santé mentale de nos enfants qui ne va pas bien alors qu'on a un secteur médical et médico-éducatif qui est complètement en ruine. Et puis écoutez, Sophie Vénétité, cette fois-ci secrétaire générale du SNES-FSU, pour qui ces contrôles justement de sacs ne devraient pas être effectués par ces surveillants. C'est d'abord une immense douleur, la douleur de perdre une collègue qui a été tuée dans l'exercice de son métier. C'est pas la première fois dans l'éducation nationale, mais on ne s'y habituera jamais. Les contrôles, les fouilles de sacs ne peuvent être exercées que par les forces de l'ordre. Les personnels de l'éducation nationale ne peuvent pas opérer ce genre de fouilles. Et on voit bien comment, là, en l'occurrence, des collègues peuvent être exposés d'une manière ou d'une autre. Mais ça, on verra après ce que l'enquête pourra nous dire sur les motivations de l'élève, sur ce qui s'est passé devant cet établissement. Là, aujourd'hui, on est quand même dans une situation dramatique où on a une collègue, une personnelle de l'éducation nationale qui a été tuée parce qu'elle faisait son métier.
Personne ne doit jamais s'habituer à ça. Alors depuis Nice où se tient le sommet des océans, on en avait parlé ici même, Emmanuel Macron a réagi sur les réseaux sociaux, notamment sur X, évoquant que la nation est en deuil et que le gouvernement est mobilisé pour faire reculer le crime. Le Premier ministre François Bayrou, là aussi, s'est exprimé sur X. La menace des armes blanches chez nous, chez nos enfants, est devenue critique. Il nous revient de faire de ce fléau répandu partout un ennemi public. Une minute de silence a été observée au sein de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre qui souhaite aussi expérimenter les portiques à l'entrée des établissements scolaires. Il a notamment évoqué cela lors des questions au gouvernement. Ces contrôles aléatoires de sacs dans les établissements scolaires sont en place depuis la mort d'un jeune de 17 ans devant un lycée en Essonne. Et la ministre de l'Éducation a fait le bilan. 6000 fouilles, 300 armes saisies depuis le début des contrôles, avec un conseil de discipline qui sera donc obligatoire dès lors qu'il y a donc la détention d'une arme. 600 ont déjà été réalisés. On rappelle également ce rapport sur les mineurs et les armes blanches qui a été remis au Premier ministre à sa demande après les nombreux événements de ces derniers mois qui préconisent notamment l'interdiction de la vente de couteaux de catégorie A, un contrôle via la pièce d'identité qui pourrait aussi être demandé aux mineurs. La rapportrice Naïma Mouchou se dit aussi favorable aux caméras de surveillance, on en avait parlé ici même. Également à la une, c'est sa première prise de parole depuis 4 mois et la mort de son fils. La mère d'Elias était l'invitée ce matin de notre confrère sur RMC. Le jeune Elias, 14 ans, souvenez-vous, mortellement poignardé en janvier à Paris, alors qu'il avait refusé tout simplement de donner son téléphone à 2 mineurs de 16 et 17 ans, et ce après son entraînement de football. Ces derniers lui avaient asséné un coup de machette au thorax. Il y avait pour cette mère de famille, donc la mère d'Elias, une volonté de donner la mort. Pour moi, ces 2 individus, en poignardant Elias au thorax, c'est une volonté de donner la mort. Au niveau du thorax, il y a le cœur et l'aorte, et une telle plaie thoracique ne laisse aucune chance à Elias de s'en sortir. Je ne comprends pas tout de suite personne ne comprend tout de suite parce que le mot machette, on n'arrive pas à l'intégrer. Quand vous êtes en réunion avec la 3e DPJ et même si vous avez entendu le mot machette, mais lorsque 3 jours après les faits, le commandant Pierrick Guillaume vous confirme que les 2 armes retrouvées sont une machette et une hachette, c'est très violent. Ça témoigne d'une barbarie, c'est-à-dire que ces 2 individus ne sont pas juste 2 jeunes délinquants, c'est des barbares. Sortir pour tous les vendredis soirs, décider de voler des jeunes armés d'une machette et d'une hachette, c'est des barbares. Alors cette mère de famille qui qualifie donc ces 2 jeunes de barbares, un terme qui peut choquer ou pas, elle s'explique en tout cas. Ce sont des barbares, c'est la définition du dictionnaire. Ils sont décivilisés, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas présenté d'excuses, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils disent qu'ils savent pas. En fait, ils poignardent un enfant, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas d'explication, ils n'ont pas d'excuses. Donc je pense que tout ça, ça témoigne d'une insensibilité d'adolescents qui ne font pas partie de la société et ils ne doivent plus faire partie de la société. En fait, ils ne peuvent pas vivre avec nous. Je pense qu'ils mettront en danger d'autres enfants. Alors 2 suspects qui sont déjà connus de la police et de la justice pour de multiples tentatives d'extorsion. Ils avaient l'interdiction d'entrer en contact, mais cette mesure n'a pas été respectée puisqu'ils habitaient dans le même immeuble. La mère d'Elias appelle donc les politiques à, je cite, se réveiller, agir face à un ensauvagement. Et si elle prend la parole aujourd'hui, c'est pour réveiller les consciences et protéger surtout les enfants. Il y a à peu près 1 million de licenciés de moins de 18 ans en France qui jouent au foot, filles et garçons. Donc il y a 1 million de jeunes qui peuvent être en danger lorsqu'ils sortent de leur entraînement de foot. Donc nous aimerions, en tant que parents, protéger par notre message, réveiller les consciences et protéger les vivants, protéger tous ces joueurs de foot et joueuses de foot qui vont rentrer de leur entraînement et qui ne peuvent pas mourir tués par des barbares qui sont armés. C'est pas un couteau, ils sont armés d'une machette et d'une hachette. Donc c'est pas possible d'entendre ça, c'est pas possible de laisser perdurer ces actions. Alors les 2 adolescents devaient d'ailleurs être jugés ce mois-ci pour une autre affaire, celle de vol avec violence. Sachez concernant cette affaire de la mort d'Elias, ils encourent 20 ans de réclusion criminelle, voire 30 ans si la justice ne retient pas l'excuse de minorité. Et dans la continuité des drames, en Seine-Saint-Denis, c'est un mineur de 15 ans grièvement blessé par balle hier. Et c'est une enquête qui est ouverte par la police judiciaire après la découverte de cet adolescent. Pronostic vital qui est engagé. Le jeune homme a été pris en charge par les secours. Il a été retrouvé dans un immeuble d'un quartier populaire. Sachez que la victime a été touchée à 4 reprises.
Enfin, en Autriche, au moins 10 personnes sont mortes après une fusillade dans une école. Et parmi les victimes figurent des élèves ou encore un enseignant, l'auteur présumé qui a agi seul selon la police. Le mobile est pour l'heure inconnu. Ce dernier s'est donné la mort. Un média local évoque un jeune qui se considérait comme étant victime de harcèlement. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré être touchée au cœur. Les écoles sont des symboles de jeunesse, d'espoir ou encore d'avenir. Sur un autre sujet, mais qui concerne toujours nos enfants, 5 influenceurs sont interrogés par la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les effets de TikTok sur les mineurs. Le couple, notamment Julien et Manon Tanti, Adé Laurent, on en avait parlé ici même, ou encore Nasdaq, et plus récemment Alex Hitchens, c'est un créateur de contenu masculiniste qui est suivi par plus de 160 000 personnes sur Instagram, pas moins de 370 000 sur YouTube. Alors pourquoi justement ces 5 personnalités, si je puis dire? Réponse d'Arthur Delaporte, député socialiste et le président de cette commission. On avait lancé une grande consultation citoyenne il y a de cela un mois et demi. On l'a clôturée à la fin du mois de mai. On a eu plus de 30 000 réponses. Et parmi ceux qui revenaient de façon récurrente quand on demandait quels sont les influenceurs qui vous choquent, il y avait ces noms-là. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de les convoquer, pour qu'on puisse à la fois discuter avec eux, pour savoir s'ils comprennent bien qu'il y a énormément de mineurs qui regardent leur contenu. Et puis 2, voir leur modèle économique, parce que tout ça, tous ces contenus problématiques rapportent beaucoup d'argent. Par exemple, ça peut être des vidéos à 2, 3, 4 millions de vues quand elles sont un peu virales. Et puis c'est aussi des lives qui est quasiment incontrôlable, où on peut dire tout et n'importe quoi, parce que, je le redis, ce sont des très jeunes qui suivent ça. Moi, je vais dans des classes de CM2, je leur demande des influenceurs qu'ils connaissent, ils me parlent de Nasdaq, d'Adé Laurent, parfois en rigolant un peu, parce qu'ils sentent bien qu'il y a une forme d'interdit, mais on va dire qu'à l'âge de 11 ans, il y a un jeune sur 2 qui a un compte TikTok. Et les conclusions définitives de cette commission sont attendues le 12 septembre. Et pour faire face à ces contenus masculinistes ou sexistes, le gouvernement souhaite sensibiliser les jeunes en diffusant prochainement la série Adolescence. Là aussi, on vous en a parlé ici même, une série qui traite des ravages sur les jeunes des contenus masculinistes et des réseaux sociaux, qui sera proposée comme support pour les enseignants à partir notamment de la 4e sous la forme de 5 séquences. C'est une excellente idée pour Véronique Béchu, elle est directrice de l'Observatoire e-enfance. Une excellente idée à partir du moment où ce support pédagogique est parfaitement expliqué et que la personne qui va s'en saisir au niveau de l'éducation nationale et donc auprès de nos jeunes ait conscience de tout ce qu'elle amène comme réflexion, parce que cette série, c'est exactement ce qu'ils vivent au quotidien, la violence latente des mécanismes qu'ils subissent tous les jours. C'est un monde qui est extrêmement violent. Alors, on leur montre, ils le vivent, mais je pense que les enfants qui sont en ligne n'arrivent pas à voir cette dimension de violence latente. Pour eux, c'est leur quotidien, ils baignent là-dedans. Et décrypter cette violence, je pense que ça leur apprendra aussi beaucoup de choses sur ce qu'ils vivent tous les jours et ce dont ils ne se sentent pas souvent, très souvent même victimes. Véronique Béchu qui conseille également aux parents qui nous écoutent et qui nous regardent de regarder justement cette série. C'est impératif que les parents se saisissent de cet outil, regardent cette série. Alors, elle est compliquée, je le conçois. On voit le désarroi des parents dans la série, mais il faut arrêter d'avoir la tête dans le sable et il faut vraiment avoir conscience de ce que vivent nos enfants en ligne, ce qui est leur quotidien. Donc, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement et l'intensité des contenus qu'ils consultent régulièrement. Une série qui sera diffusée au Royaume-Uni, notamment au collège et au lycée. C'est dire l'impact justement de cette série, puisque Adolescence, qui a été lancée en mars de cette année, a déjà franchi un cap impressionnant, 141 millions de vues, un chiffre qui place cette série juste devant la saison 4 de Stranger Things, qui était déjà en haut du classement avec 140 millions. Donc cette série qui a attiré beaucoup de jeunes et pas que. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. Il s'est donné pour mission de rendre la philosophie accessible à tous. Depuis des années, le professeur, ou donc l'ex-professeur de philo et créateur de contenu Lev Frankel, alias Serial Thinker sur les réseaux, se pose les questions que vos enfants vont peut-être rencontrer lors de l'épreuve du bac, mais aussi toutes les questions que vous posez. On va parler philo tout de suite avec lui. Lev Frankel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors peut-être qu'on vous connaît mieux sous le nom de Serial Thinker. Exactement. C'est votre nom effectivement sur TikTok, sur Insta, un carton plein, 400 000 followers, une chaîne qui marche très très bien. Mais surtout vous êtes donc, je l'ai dit, créateur de contenu, mais aussi prof de philo. Vous enseignez aussi à l'université de Strasbourg. Merci d'être avec nous. Merci. 2 bouquins, Ma vie a-t-elle un sens et autres questions philosophiques du quotidien, et également paru chez Albin Michel. Et aussi La philo. Alors ça c'est une
réédition en mode serial thinker, donc les philosophes, les 17 notions du bac philo, la méthodologie, les modèles de dissertation, tout ça chez Hachette, vous l'avez compris. Ça, c'est vraiment pour cartonner au bac. Exactement. A priori, si on potasse, on a 20. Normalement, oui. C'est le carton. Le vin n'est pas garanti. Le vin n'est pas garanti. Mais vous permettrez que je revienne sur celui-ci, parce que forcément, ce titre m'interpelle, vous l'imaginez, et c'est bien pour ça que vous l'avez choisi. C'était important de démarrer avec cette question dans une société où on poste à tout va sur les réseaux sociaux. Et là, je vous cite des instants de vie qui n'ont rien à voir finalement avec la vie réelle. Oui, c'est vrai. Alors, parfois, on critique beaucoup, effectivement, le virtuel, la vie sur les plateformes, les réseaux sociaux, mais ça a pu apporter aussi beaucoup, et notamment dans le domaine de la pédagogie quand même. Moi, quand j'ai voulu essayer de faire de l'enseignement de la philo en dehors du cadre scolaire, de manière alternative, c'est sur les plateformes que je suis allé, sur les plateformes de création de contenu. Et c'est pour ça qu'il y a un des chapitres du livre, un des 8 chapitres, qui est consacré à l'école sert-elle encore à quelque chose. Alors le titre est un peu provocateur. Mais vous vous doutez bien que sur School TV, on va en parler plus qu'ailleurs. Mais je reviens quand même sur déjà la philosophie dans son ensemble, sur ce qu'est la philosophie. Vous allez la définir dans quelques minutes. Mais juste, ma vie a-t-elle un sens? Pourquoi avoir formulé dans ce sens cette question? Et pas plutôt, y a-t-il un sens à la vie? Ouais, c'est une bonne question. Il y a un côté personnel, c'est ça que vous voulez dire dans le je ne sais pas, c'est vous qui l'avez écrit. C'est vrai que ça m'intéresse. Mais je pense que c'est à chacun de s'approprier cette question. Du coup, ma vie a-t-elle un sens? C'est le lecteur, c'est pas seulement moi, mais c'est le lecteur qui se demande, qui est le sujet du titre finalement. Et sur le plan philosophique, quelle différence entre ma vie a-t-elle un sens et y a-t-il un sens à la vie? C'est une bonne question. C'est une question d'agrégation de philo. Mais je pense que le sens de la vie, ça interrogerait plus la vie en tant que telle, la vie biologique. Alors que là, ma vie, il y a un côté plus existentiel, c'est ma vie en tant qu'être humain. Donc je pense que c'est pour ça que c'est vrai que c'est l'éditeur finalement qui a eu le fin mot sur le titre du livre. Et je pense que c'est ça, sûrement mon éditeur Julien Darmon que j'apprécie beaucoup et qui m'a beaucoup vraiment assisté dans l'écriture de ce livre. Et le titre, je reviens dessus encore une fois, c'est sous forme de questions. Et finalement, c'est aussi ce qu'on associe à la philosophie. Toujours la façon dont on se pose ces questions. Finalement, est-ce que la recherche est plus importante que la réponse? Oui, c'est-à-dire que la réponse, de toute façon, on se la construit soi-même. Alors j'aime bien dire de manière un peu provocatrice que la vie n'a pas de sens, mais c'est une bonne nouvelle. Parce que si la vie avait un sens, ça voudrait dire que on peut nous attribuer une fonction de l'extérieur de manière objective, comme la fourmi ouvrière par exemple, qui a un sens au sein de la fourmilière. Là, sa vie a un sens, elle a une fonction. C'est un écosystème et dans lequel finalement elle est au service de la fourmilière. Alors que l'être humain, c'est jamais le cas. C'est-à-dire que l'être humain, c'est lui qui s'invente une fonction. Il peut être prof, il peut être tiktoker, présentateur télé, mais il se l'invente. Personne ne lui attribue de l'extérieur, donc finalement, il peut toujours s'en libérer. Et donc c'est cette liberté-là qui parfois nous angoisse. On est tellement libre, on pourrait partir, on peut décider de partir un an, faire le tour du monde en van life, et notre vie pourrait être tout aussi intéressante, voire plus intéressante que si elle avait une fonction au sein de la société. Donc, Puisque vous posez la question de la liberté, ça aussi c'est un grand thème finalement de philosophie. Est-on réellement libre ? Alors, c'est une très bonne question, justement, parce que j'utilise... Je vous piège. Voilà, c'est toutes les bonnes questions. J'en profite, j'adore la philo. Parce qu'en général, on fait la différence entre la liberté et le libre arbitre, en philosophie. Je pense que le libre arbitre, si on définit le libre arbitre comme le fait d'agir sans cause, là on rentre dans la métaphysique, c'est-à-dire que une volonté sans cause, je crois que ça n'existe pas. Il y a toujours une causalité. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la liberté n'existe pas, c'est-à-dire la liberté au sens du libre arbitre métaphysique, au sens où quelque chose qui pourrait surgir ex nihilo. Si je vous dis maintenant que ce micro, il a surgi ex nihilo sans aucune causalité, rien qui l'a amené ici, vous n'allez pas me croire et vous aurez raison. Et c'est la même chose pour mes volontés, pour mes désirs et pour mes idées, elles ont toutes une certaine causalité. Par contre, je crois que si on entend le mot liberté dans un sens plus restreint, plus relatif, pas au sens métaphysique de quelque chose qui arrive sans cause, au sens où je pense par exemple que l'être humain peut accéder à une vie plus libre, c'est-à-dire qu'il peut élargir son horizon, il peut élargir son horizon d'idées. Par exemple, je pense que quelqu'un qui aurait été endoctriné de manière fanatique dans son enfance, je ne sais pas, par exemple dans la religion, la religion n'est pas forcément fanatique, mais imaginons quelqu'un qui aurait grandi dans une vision fanatique de la religion, je pense qu'il peut s'en libérer. Mais il y aura toujours une cause à ça. Parce qu'il va faire une rencontre, il va rencontrer un philosophe, il va rencontrer un psy, il va rencontrer quelqu'un qui va lui permettre de se libérer. Donc il y aura toujours une cause.
Mais ça ne veut pas dire que le mot liberté n'a pas de sens à ce moment-là, parce qu'il peut élargir son horizon de pensée. Et au lieu de croire qu'il n'y a qu'un seul livre qui dit la vérité, qui est un livre sacré, il pourrait imaginer qu'il y a d'autres livres qui sont tout aussi intéressants. N'étant pas toujours tributaire finalement de son entourage, sa famille, la société dans son ensemble finalement, du carcan peut-être des valeurs, en tout cas de ce qu'on incarne? C'est vrai, et c'est ce qui nous amène un peu à la question de la définition de la philosophie que vous avez évoquée au début. Je crois que la philosophie, c'est justement apprendre à penser contre soi-même, mais contre la normalité du monde aussi, contre les normes, ce que Platon a appelé la doxa, et c'est ce que fait Socrate dans l'Antiquité, il y a 2500 ans. Il pense contre les normes, il pense contre le polythéisme de son époque, mais il ne pense pas que Athéna protège la cité d'Athènes, et donc c'est un scandale, parce que remettre en question la religion à cette époque-là, c'est aussi remettre en question toute une vision politique. Ce qui se fait, ce qui se dit, c'est interroger les normes en permanence. Exactement, et je crois que c'est ça la puissance de la philosophie, c'est qu'elle interroge les normes et les idées formatées. Vous parliez de causalité il y a quelques minutes. Il y a aussi la finalité qui est importante. Et il y a cette allusion dans votre livre, dont je rappelle le titre, « Ma vie a-t-elle un sens ?» paru donc chez Albin Michel. Vous faites allusion au « tu ne sers à rien ». Souvent dans les phases de harcèlement, les relations, alors on va dire par rapport aux jeunes, mais enfin malheureusement ce n'est pas que les jeunes, ces phrases qui sortent telles quelles et qui sont absolument redoutables en douleur, en violence. Finalement. Pourquoi chercher une finalité à toute chose? C'est vrai, c'est justement, cette phrase est très révélatrice, c'est un symptôme de notre époque où tout le monde doit servir à quelque chose. On est dans une société où on doit absolument avoir une fonction pour avoir un sens. On voit ça sur LinkedIn, voilà, il faut montrer absolument qu'on a un métier, qu'on occupe une fonction importante. Et je crois que quand on dit au contraire tu sers à rien à quelqu'un, en vrai c'est la plus belle déclaration d'amour qu'on peut lui faire. Ça veut dire, alors peut-être n'essayez pas on va pas essayer de... C'est peut-être pas le meilleur conseil de séduction qu'on peut donner, mais il faut encore que la personne puisse entendre ce qu'on a envie de dire par là. Mais dire à quelqu'un tu ne sers à rien, ça veut dire c'est lui dire tu n'es au service de rien. Et à commencer par moi-même. Et tu n'es pas à mon service. Hein, parce que longtemps, par exemple, on peut penser que les êtres humains, les femmes, par exemple, ont longtemps été instrumentalisées comme fonction procréatrice ou comme fonction d'aide ménagère. Et justement, c'est ce que Simone de Beauvoir montre très bien dans le deuxième siècle, c'est-à-dire que la femme a dû se libérer justement de la fonction qu'on lui a imposée dans le système. Et je crois que c'est donc dire à quelqu'un tu sers à rien, c'est lui dire tu n'es au service de rien et donc que tu es libre. Et donc c'est la plus belle chose qu'on peut dire à quelqu'un. Donc on recherche toujours cette notion de liberté qui revient très souvent effectivement dans le langage et dans les discussions de philosophie. Et pour autant, le deuxième chapitre, c'est que cherche-t-on vraiment quand on cherche l'amour? Et alors là, on se pose la question de savoir comment on a pu tout à coup associer l'amour à la question du sens. Oui, à la question du sens. Oui, je crois que dans l'amour... Alors c'est vrai que Ma vie a-t-elle un sens, c'est le titre du livre, mais ensuite il y a 8 chapitres qui vont décliner cette question sous d'autres formes, notamment la question de l'amour, la question du complotisme dont on parlera peut-être. Mais effectivement, la question de l'amour, je crois que quand on réclame de l'amour, on réclame un mandat pour exister, disait Sartre. Oui. On réclame d'être justifié dans son existence. C'est pour ça qu'on réclame un amour destin, passion, qui serait presque écrit dans les étoiles. Pas certains vont parler de flammes jumelles, de choses comme ça. Et donc on réclame quelque chose qui est un peu irrationnel. Mais est-il possible, de rationaliser l'amour? Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas complètement rationaliser l'amour non plus, parce que ce serait encore enfermé. Ouais. Et il faut garder cette idée, même si elle peut être dangereuse quand elle est extrême. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un de justifier son existence sur Terre, eh ben on lui en demande peut-être un peu trop, et peut-être que c'est ça qui va nous faire rencontrer des problèmes dans la relation. Mais c'est pas pour autant qu'il faudrait tomber dans un amour ultra rationnel, complètement rationalisé. C'est pour ça qu'on a, dans lequel il faudrait cocher certaines cases pour correspondre avec quelqu'un. On voit ça dans la série Black Mirror notamment, où il y a un des épisodes de la série où dans le futur, c'est l'application qui va décider à notre place par des algorithmes qui est-ce qu'on doit épouser et avec qui on doit être en relation amoureuse. Et ça, je crois que c'est un autre danger, mais c'est ça le problème. Et bon, je n'ai peut-être pas Là, on ne parle pas d'amour dans ces cas-là. On parle de compatibilité éventuelle. C'est une récupération de l'amour. Et je crois que ce qui est intéressant dans l'amour, c'est justement cette part un peu irrationnelle qui vient aussi briser quelque chose dans mon confort, dans mon ego. Et c'est ça qui est important de maintenir, de garder à l'esprit. Et c'est ça la vertu. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'amour impossible dans le cinéma, dans la littérature, au théâtre.
Imaginons une histoire d'amour il y en a certainement beaucoup, entre un Israélien et une Palestinienne par exemple. Et ben ça permettrait tout d'un coup de faire rupture dans toutes les cases possibles, et tout d'un coup toutes les cases explosent. Ces deux personnes qui n'étaient absolument pas faites pour se rencontrer, et ben finalement vont tomber amoureux, et ça va faire exploser toutes les cases dans lesquelles on les a rangés. Alors évidemment, vous posez énormément de questions, vous l'avez dit au travers de plein de chapitres, de plusieurs chapitres. Mbappé mérite-t-il son salaire? Dans un autre registre, peut-être qu'il serait plus en lien avec la liberté et la vie, faut-il avoir peur de la mort? Mais aussi, à quoi sert l'école? Ou plutôt, l'école sert-elle à quelque chose? C'est comme ça que vous le formulez. C'est une des questions que vous posez tout de suite, et forcément, ça nous parle davantage sur Skull TV. La philo est partout et tout le temps, vous le redites, et vous n'êtes pas le seul à le dire. Comment comprendre que la philosophie arrive si tard dans la scolarité? Oui, je pense que c'est un problème parce que les enfants, naturellement, se posent des questions parce qu'ils s'étonnent beaucoup plus naturellement que nous. Les enfants, pour un enfant, tout est nouveau, donc tout est étonnant. C'est ce que les philosophes grecs appelaient le tamoidein. Cet étonnement-là qui nourrit, qui vient d'une certaine manière féconder la réflexion. Et ça, effectivement, je pense que ça pourrait être très intéressant. J'ai en tête d'ailleurs un de mes prochains livres, il s'adressera certainement aux enfants, parce que j'ai ma fille de 11 ans avec qui je fais de la philosophie le soir, et on fait de la philosophie à partir des chansons. Ça s'appelle Une chanson, une idée. Voilà, une idée pour un éditeur s'il nous écoute. Albin Michel ou Hachette si tu nous écoutes. Et je crois qu'effectivement, les enfants sont très réceptifs à la philosophie. Et je trouve ça dommage que ça arrive aussi tard dans le système scolaire. C'est bien le seul moment, justement, où, s'il devait y avoir un seul moment dans une vie où on se pose le plus de questions, c'est à ce moment-là, en fait. C'est à l'adolescence, non? C'est vrai, c'est l'adolescence. Et souvent, ces questions... Ou même à 7 ans, d'ailleurs. Et souvent, justement, oui. Et souvent, ces questions-là, on va les enterrer. Alors, beaucoup à l'adolescence, c'est vrai, vous avez raison, même si parfois ça commence avant, parce qu'à l'adolescence, on commence à vivre son propre désir à partir de la puberté, à partir de cet âge-là où on commence à vivre son désir qui n'est plus un désir qui est celui des parents. On commence l'adolescent, justement, il va se forger en opposition parfois à ses parents. Parfois, ça s'appelle la crise d'adolescence. Et dans cette crise-là, justement, l'adolescent va vivre cette idée qu'il est libre et qu'il n'est pas assignable dans une fonction de la société. Et c'est pour ça que c'est une des périodes les plus philosophiques. Exprimer des doutes, poser des questions, ça peut agacer souvent les professeurs qui ont peut-être l'habitude davantage de cours académiques. Est-ce que vous seriez favorable, puisque vous avez donc été professeur de philo aussi, vous êtes en disponibilité aujourd'hui, vous enseignez donc à l'université, est-ce que vous faites partie de ceux qui au contraire se disent « Ok, il y a des questions, j'y réponds parce que finalement il faut laisser, c'est le champ aussi des possibles ». Exactement, moi j'aime bien aller en cours avec quelque chose qui ne soit pas forcément trop préparé. Alors il faut aussi bien sûr des cours très préparés pour l'objectif bac, et c'est ce que je fais dans mes vidéos parfois ou dans ce livre, mais j'aime bien aussi arriver en cours sans avoir trop préparé, en improvisant, parce que sinon je risque de ne pas être attentif aux questions des élèves et des étudiants. Et ce que j'adore faire, et parfois ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, en association libre, comme disaient les surréalistes, mais c'est là où ça devient le plus intéressant. Je pense que mes meilleurs cours, c'est les cours que j'ai construits en fonction des questions des élèves et des étudiants, et je crois que ça on le fait pas assez. Et c'est pas seulement en cours de philosophie que ça devrait être. Je pense que la philosophie devrait imprégner, elle devrait infuser un petit peu toutes les autres matières. C'est pas seulement la philosophie qu'il faudrait mettre plutôt dans l'école et dans le système scolaire, c'est plutôt la philosophie qui devrait imprégner les autres matières, dans le sens où c'est la question qui doit primer il doit d'abord y avoir une question de la part des élèves. On sait que la meilleure pédagogie, c'est d'abord de susciter une question. Même quelqu'un qui veut faire une bonne vidéo sur YouTube ou sur TikTok, ce qu'il doit d'abord faire, c'est essayer de susciter la question chez l'auditeur et ensuite d'apporter une réponse. Parce que sinon, la réponse, elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et elle arrive on n'est pas prêt à la recevoir, à l'entendre et à comprendre son intérêt si on n'a pas auparavant expérimenté le questionnement. Peu importe la question ? Peu importe les questions, je crois. Là, vous le dites, la philosophie, donc, effectivement, demeure dans pratiquement tout dans la société. Finalement, on la retrouve partout. Ça demeure aussi la grande épreuve du bac. Et quand vous posez cette question aussi, l'école sert-elle à quelque chose? Finalement, on se pose la question de savoir si, par le biais de la philo et surtout de l'école, finalement, c'est là qu'on forme les meilleurs citoyens. Oui, les meilleurs citoyens, mais ce qu'il faut entendre par meilleurs citoyens, c'est pas, encore une fois, au sens
économique du terme. Dans le fait d'apprendre à penser. D'apprendre à penser, et parfois même, le meilleur citoyen, c'est celui qui est capable de contester par sa pensée les ordres qu'on peut lui donner ou la politique qui peut s'imposer à lui. Donc il y a aussi cette dimension subversive de la philosophie qui doit continuer d'exister. Vous convoquez énormément de philosophes dans votre livre « Ma vie a-t-elle un sens ?» J'imagine dans celui-ci, j'avoue que je viens de recevoir, donc je ne l'ai pas lu, mais je le protesterai pour mon bac, donc du coup, la question de bien repasser. Voilà. Mais j'imagine que vous convoquez les plus grands, hein, Spinoza, Camus, Sartre et d'autres. En tout cas, dans celui-ci, c'est certain. Est-ce que c'est important pour vous de connaître justement tous les différents... de plusieurs courants de pensée, de philosophie et de grands philosophes. C'est intéressant. Alors c'est vrai que je cite les grands philosophes comme Spinoza, comme alors même ou plus actuels, hein, comme Sartre ou Freud ou Lacan, plus proche de nous, et aussi des auteurs qui sont en prise avec la science contemporaine, comme Daniel Dennett, comme Derek Parfit, des auteurs qu'on connaît moins, qui sont des auteurs américains, anglo-saxons. Et alors en France, il y a une vision, parfois on s'enferme un petit peu dans un côté franco-français et on a du mal à être réceptif aux autres philosophies qui sont pourtant passionnantes et qui est la philosophie anglo-saxonne. Et dans ce livre, je mêle des traditions philosophiques qui sont parfois opposées. On oppose parfois la tradition anglo-saxonne à la tradition qu'on va appeler continentale. Donc, en gros, voilà, Sartre d'un côté, Daniel Dennett de l'autre. Mais moi, j'aime bien, justement, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est les mettre dans le même livre pour les faire dialoguer ensemble. Mais c'est important d'avoir des sons différents, d'avoir des pensées différentes, de pouvoir confronter en permanence ces idées. C'est aussi une extension par rapport à la société, par rapport à la politique aujourd'hui. Parce que je crois que pour vraiment penser par soi-même, il faut se servir des grands auteurs. C'est assez paradoxal. On peut dire, si vous récitez les grands auteurs, il ne s'agit pas de les réciter justement. Il s'agit de se servir de leurs idées comme d'une boîte à outils. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans le livre. Une boîte à outils qui nous permet de penser des problèmes qu'ils n'ont pas forcément pensé eux, mais des problèmes, par exemple, Sartre ne pouvait pas penser la question de l'intelligence artificielle, mais ça peut être intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'il aurait pu dire à partir de là. Donc je peux penser par moi-même, d'autant plus que je suis au courant de la pensée des grands auteurs, parce qu'en fait, en réalité, si on décide de penser par soi-même sans fréquenter la pensée des grands auteurs, on risque tout simplement de réciter des banalités. Donc on croit penser par soi-même, mais en fait on ne fait que répéter le bruit ambiant. Et c'est pour ça que les grands auteurs nous empêchent finalement de simplement répéter le bruit ambiant, et ils nous aident à formuler une pensée plus originale, plus singulière. Si vous voulez apprendre davantage, notamment avec des questions comme et si les complotistes avaient raison, ou encore un autre chapitre, peut-on être drôle sans être méchant, que je trouve aussi très fort, très drôle et bien amené. Mbappé mérite-t-il son salaire? Plein de questions qu'on peut se poser effectivement aujourd'hui encore. Je vous confirme que l'école sert-elle à quelque chose? Oui, on va répondre oui, Lev Frankel. L'école sert et servira toujours. À condition de la changer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau du Grand JT. Ma vie a-t-elle un sens chez Albin Michel, ainsi que la philo en mode serial thinker chez Hachette. Merci beaucoup d'avoir été sur le Grand JT. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Marie-Charlotte Garin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Madame la députée. Vous êtes députée écolo et autrice surtout de Qu'est-ce que consentir ? Ce petit essai, ce petit tract ultra important à acheter de toute urgence. Parce que des petites dates. Un mémo. 1er avril dernier, 161 voix pour et 56 contre. L'Assemblée nationale adoptait une proposition de loi que vous avez donc portée, qui intégrait la notion de non-consentement dans la définition pénale du viol. Ça va être débattu demain matin au Sénat, et après une mise au vote le 18 juin. Raison pour laquelle on a voulu vous recevoir spécifiquement aujourd'hui, mais aussi et surtout pour cet essai que vous avez écrit, évidemment, qui nous passionne, qui est ultra nécessaire, utile, important. Vous avez eu besoin, autant que moi en tant que citoyenne, besoin de l'écrire, en fait, de le faire partager. Qu'est-ce que consentir? C'est une collection du coup qui est à destination des 15-25 ans. Et je crois que tous les travaux que nous avons menés à l'Assemblée nous ont quand même confirmé que
on avait besoin de passer de la culture du viol à la culture du consentement. Et la culture du consentement, c'est bien évidemment, comme on le dit, un objet culturel. Et le meilleur moyen, le meilleur outil avec le consentement, c'est l'éducation. Et c'est la transmission à la nouvelle génération. Et ce petit objet, en tout cas, ce petit livre, ce petit essai, il sert à ça, à transmettre à la nouvelle génération un point de vue, qui est le mien, qui est situé évidemment, sur qu'est-ce que c'est que consentir. Qu'est-ce que c'est que consentir dans notre société actuelle ? Parce qu'aujourd'hui, le consentement, finalement, c'est le seul... Il n'y a que quand on parle des relations sexuelles que ça pose problème. Partout ailleurs dans la vie, ça semble une espèce d'évidence dans nos interactions au quotidien, dans le travail. Mais on nous demande etc., la vie surtout, en fait, c'est vrai. Absolument. Et en fait, le consentement, c'est quoi ? C'est l'expression de la volonté de l'individu, et c'est ce qui permet, quand on l'exprime, justement, qu'on respecte notre intégrité, notre dignité, et en fait, ce qui est propre à chacun. Et parfois, on peut se dire que c'est une évidence, le consentement, mais si c'était une évidence, on n'aurait pas une femme victime toutes les 2 minutes de violence sexuelle, on n'aurait pas un enfant toutes les 3 minutes victime de viol, d'inceste ou d'agression sexuelle. Et finalement, la culture du consentement, c'est notre meilleur outil de prévention en fait, pour éviter les violences. 10 ans après MeToo, c'est vrai que se posait encore cette question de redire ces chiffres, parce que vous l'avez dit rapidement, mais je me permets quand même d'insister. Une femme toutes les 2 minutes 30 victime de viol ou de tentative de viol. C'est véritablement une urgence, cette loi. C'est même un fléau de masse auquel on fait face et auquel il faut répondre. Vous savez, si on mettait dans la rue toutes les femmes qui ont été victimes d'agression sexuelle, de violence sexuelle, de viol ou de tentative de viol, je pense qu'on aurait une déferlante et que les rues seraient noires de monde et qu'on prendrait conscience en fait, que finalement, ce qui est un crime de l'intime qui est caché derrière les portes, en fait, est un fléau et un danger majeur pour les femmes. Donc oui, c'est nécessaire. Et moi, je l'écris évidemment en tant que parlementaire qui a travaillé sur le sujet, cet essai, mais aussi en tant que jeune femme qui a grandi justement dans cette société qui s'est éveillée au contact du mouvement très puissant qui a été MeToo. Et pourtant, moi, j'ai grandi en apprenant à couvrir mon verre en soirée pour ne pas être violée. Donc c'est aussi ça la réalité. Et moi, ce que j'ai envie aussi d'éviter à la génération de demain, c'est de grandir en toute liberté sans devoir s'inquiéter d'être violée à chaque coin de rue et au quotidien dans ses interactions sociales. Et c'est pour ça qu'on a envie de transmettre cette culture du consentement. Alors cette culture du consentement, on va en parler sur le plan aussi peut-être, alors j'allais dire historique en tout cas, pour comprendre en fait comment on est peut-être arrivé là. Et vous insistez sur cette culture du viol, dans le sens de culture de viol, dans le sens de culture sociétale, de ce qui est instauré. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Quand on parle de culture du viol, ça peut faire peur parce qu'en fait, la culture, on a toujours des associations d'images et d'idées très positives. On se dit que c'est le vivre ensemble, etc. En fait, la culture, c'est ce qui fait qu'on fait société. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui a été construite, traversée par des biais sexistes, même patriarcaux, si on utilise entre guillemets des gros mots. Et ça a des conséquences directes sur la place du corps des femmes et le contrôle du corps des femmes et aussi celui des enfants. C'est pour ça que moi j'aime bien faire le lien toujours entre les violences faites aux femmes et les violences faites sur les enfants. Et en gros, aujourd'hui, c'est pas très compliqué parce que quand on parle de viol, qu'est-ce qu'on a comme représentation mentale ? On a un certain cliché qui en fait est véhiculé par les films, par les séries télé, par tout ce qui va être la culture populaire. On a aussi ce que le pouvoir dit du viol. Je donne quelques exemples dans le livre. Quand on a un président de la République qui dit « la République est bonne fille, elle ne se laissera pas violer », c'est vraiment une phrase extrêmement choquante de « qu'est-ce qu'on imagine ? C'est quoi le bon viol ? C'est quoi ? Les femmes se laissent violer ?» Enfin, tout ça, c'est toutes des images comme ça qui sont partout dans la société, partout où on regarde. C'est véhiculé par les pubs sexistes, c'est véhiculé par l'industrie du porno. Enfin, c'est absolument partout. Et c'est pour ça que la loi, c'est important de la changer parce qu'elle dit ce que la société veut protéger comme valeur. Mais c'est pas que la loi, c'est aussi la formation, c'est aussi l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et c'est un mouvement culturel qu'on doit mener. Et puis aussi se poser la question de débattre justement à l'Assemblée, d'éventuellement voter, et on l'espère le 18 juin. Et vous le dites, je vous cite, cette société qui hésite, elle hésite qu'à reprendre pleinement la mesure de la parole des femmes qui ont enfin été entendues. C'est d'accepter collectivement de tourner le dos à cette culture du viol dont on vient de parler pour embrasser pleinement celle du consentement. Ça veut dire aussi que finalement... je ne dis pas que c'est un moyen de défense, mais finalement, on s'est tellement imprégné de cette culture-là que peut-être certains ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient là-dedans. Oui, et c'est le propre en fait. Certaines. Oui, et absolument. Et pendant les auditions qu'on menait, c'est la journaliste Julia Foyce qui nous a dit que le sujet avec la culture du viol, c'est que si on la regarde en face, on doit se poser la question de où est-ce qu'on se situe. Donc, est-ce qu'on a été auteur ? Est-ce qu'on a été victime ? Ou est-ce qu'on a été complice ? Il n'y a pas d'autre option. Et donc, c'est difficile, cet examen de conscience. Mais en réalité, c'est notre meilleur outil, en fait, pour se libérer de tout ça. Et certaines personnes peuvent se dire... Moi, j'entendais ce matin, vous voyez, un exemple de quelqu'un qui disait « Non, mais c'était pas vraiment un viol. C'était juste un retrait de préservatif non consenti. » En fait, si. Un retrait de préservatif non consenti, c'est un viol. Mais dans l'imaginaire des gens, parce qu'on s'est construit tout un tas de représentations, on n'imagine pas ça.
Et c'est ça qu'on vient de déconstruire petit à petit. Pardon, on ne l'imagine pas ou on ne veut pas l'imaginer, on ne veut pas le comprendre, on ne veut pas l'entendre. Ou alors est-ce que c'est encore une fois un problème d'éducation? C'est-à-dire d'expliquer que là, en l'occurrence, non, ça ne marche pas. On n'est plus dans le consentement. Alors, il y aura toujours les personnes de mauvaise foi et les personnes qui savent ou qui ne savent pas parce qu'elles n'ont pas été éduquées. L'exemple du procès des agresseurs de Gisèle Pelicot, pour le coup, c'était typiquement ça. On avait des accusés dont la défense était clairement la mauvaise foi et d'autres qui découvraient ce que c'était le consentement. Donc oui, il y a un vrai sujet d'éducation. Et si c'était une évidence, on n'en serait pas là, à nouveau. Et c'est pour ça qu'on a eu un tel plaidoyer sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est parce qu'en fait, on a besoin d'un changement culturel, d'urgence dans cette société, parce qu'on ne peut plus laisser faire. Dans une société où les petites filles et les petits garçons, c'est comme ça qu'on dit, mais enfin bon, les filles et les garçons ne sont pas élevés de la même manière, est-ce qu'on peut espérer réellement voir un changement? Si on revient, en fait, la racine du problème, c'est toujours une question de respect mutuel et de communication. Le consentement, c'est ça. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on donne à nos enfants des outils pour être libres. En fait, il y a un vrai enjeu de liberté par rapport à ces codes. Vous parliez tout à l'heure de se dire, finalement, c'est peut-être des règles que les gens n'auraient pas compris, etc. En réalité, c'est pas des règles que les gens n'ont pas compris. Ce sont des normes sociales dans lesquelles on s'est construit, dans lesquelles on a évolué, des codes, notamment autour des relations femmes-hommes. Et c'est ça qu'il faut un petit peu, on va dire, desserrer comme étau pour se dire chacun est libre. Et l'important, tout le temps, c'est le respect mutuel, c'est la communication. Grandir avec la peur, et vous le dites aussi, je ne vais pas tout citer parce qu'on a peu de temps, mais grandir avec cette peur au ventre, très souvent, quand on est une petite fille, qu'on va aux toilettes à l'école, quand on grandit, on est adolescente et qu'on va en soirée, vous l'avez dit, cacher son verre, et encore plus maintenant, ça se fait pratiquement partout. Tout ça, c'est en fait des sentiments de méfiance, de pouvoir hérité finalement, et vous le dites, même de consentement bafoué, finalement, qu'on a vraiment laissé faire dans la société. Est-ce que la société aujourd'hui, vous pensez qu'elle est prête justement à changer de vision, de paradigme? Je crois que la société, elle n'a pas le choix. Parce qu'en fait, les victimes, elles se sont levées. Et quand elles n'ont pas été entendues, elles ont parlé encore plus fort. Et donc, on ne peut plus ignorer ça. On ne peut plus ignorer ça. Et en tout cas, il y a toute une génération qui refuse ça maintenant. Et c'est pas qu'une question d'âge, parce qu'on a des aînés aussi qui militent sur le sujet depuis des années. Mais on ne peut plus ignorer que les femmes aujourd'hui dans ce pays se construisent et évoluent dans la société comme des victimes potentielles. Et c'est pas normal. Et on peut pas entendre à tout bout de champ, protégez vos filles. Nous, ce qu'on a envie d'entendre aujourd'hui, c'est éduquer vos fils. Et éduquer vos fils comme vos filles, et vos filles comme vos fils, en liberté et dans le respect de l'autre. Un point sur, effectivement, le consentement. Qu'est-ce que consentir, évidemment, et c'est ce que vous avez déjà discuté, effectivement, à l'Assemblée, ce qui va être rediscuté au Sénat demain, qui va être porté, encore une fois, je le répète, mise au vote le 18 juin. Cette notion, finalement, où la victime se sent plus coupable que l'agresseur. Ça, c'est le fruit de tout un système, où on a tellement refusé d'écouter les victimes, on a tellement considéré que finalement les femmes étaient la propriété des hommes, que les corps étaient à disposition, parce que c'est ça le message qui est renvoyé dans la société. Et ça commence du harcèlement de rue jusqu'au viol. Tout ça est un continuum qui ne s'arrête pas. Et on a tellement renvoyé ce message-là que évidemment on se dit qu'on n'a plus le choix de faire quelque chose. Enfin, moi, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut passer à côté d'un changement sociétal comme celui-ci, comme vous le disiez, 10 ans après MeToo. Et puis cette idée de toujours devoir, effectivement, au moment où le drame se produit, que ce soit une agression, un viol, peu importe, le moment où le drame se produit, c'est la victime qui doit toujours se positionner dans cette question de défense de ce qui s'est passé. Et c'est extrêmement violent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de femmes aussi qui n'ont pas confiance en la justice. Parce qu'en fait, la justice ne leur a pas donné de raison d'être en confiance. Et on parle aujourd'hui de victimisation secondaire, tant les procédures sont violentes. La victimisation secondaire, c'est quoi? C'est vous avez été victime une fois de viol. Vous êtes victime une première fois. Vous allez porter plainte. La procédure judiciaire est tellement violente, vous malmène à un tel point qu'on considère que vous êtes victime une deuxième fois. Et la France a été condamnée tout récemment à ce sujet-là. Et ça n'est pas acceptable, parce que c'est le seul crime où les victimes sont à ce point malmenées. Il y a évidemment des situations de crise, de drame qui se produisent avec des personnes qui se rencontrent, et puis il y a aussi les couples. Le couple, de manière générale, on en parle assez peu, et pour autant, le viol aussi arrive dans les couples, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, peu importe. Est-ce qu'on va pouvoir aussi réussir, grâce à cela, à peut-être amener les mots, si je puis dire, à verbaliser cette question du consentement ? Vous avez tout à fait raison sur ce qu'on appelle le viol conjugal. Il y a une espèce d'énorme tabou parce qu'il y a eu cette construction culturelle. On part du droit de cuissage, puis après on va jusqu'au devoir conjugal. Et en fait, il faut dire ce que c'est. Ça n'existe pas, tout ça. En fait, il y a le consentement qui doit être au cœur de toute interaction. Ça n'existe plus, le devoir conjugal. Le devoir conjugal, ça ne doit pas exister. Ça s'appelle un viol conjugal. On n'a aucune, il faut le redire peut-être pour les gens qui nous écoutent, il n'y a aucune obligation quand on est dans une relation sexuelle d'avoir des relations, dans une relation conjugale, d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, absolument pas. Et là, on est vraiment en train de lever un tabou là-dessus. Et nous, on travaille sur l'écriture d'une proposition de loi, typiquement,
pour modifier le code civil, parce que pour le coup, en fait, le viol conjugal, c'est un vrai truc culturel, quoi. C'est pas vraiment inscrit dans la loi, mais ça transpire parce qu'on a tellement baigné dedans pendant des années, donc ça aussi, on veut y mettre fin. Vous êtes confiante pour demain et pour le 18 ? Alors, mon rôle, moi, en tant que parlementaire, c'est de toujours, et notamment dans l'opposition, c'est toujours de me préparer au pire pour préparer le meilleur. Donc, je suis sereine. Pour accéder au meilleur. Exactement. Non, mais parce qu'on a beaucoup travaillé. C'est le fruit d'un long travail. C'est sérieux, c'est transpartisan. On a eu l'avis du Conseil d'État aussi qui est venu nous renforcer juridiquement et qui est de nature, en tout cas, à rassurer nos collègues sénateurs qui peuvent être très pointilleux sur des questions de droit. On verra comment ça se passe en commission. En tout cas, la société est prête et politiquement, notre Assemblée était prête et je souhaite que celle du Sénat le soit aussi. Je suis avec vous, en tout cas, Marie-Charlotte Garin. Merci, Madame la députée, d'être venue sur le plateau du Grand JT. Je rappelle donc le titre de cet essai, Qu'est-ce que consentir ? Que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies, évidemment. Et surtout, on vous suit, et bien sûr demain, mais surtout le 18 juin. Merci à vous. Focus aujourd'hui sur la une de l'hebdomadaire britannique The Economist. Dans le monde, de plus en plus de parents espèrent donner naissance à une fille. Oui, vous allez voir cette une. C'est fou ça. Oui, c'est fou. On va tout vous expliquer. Quelle bonne nouvelle. Vous la voyez, cette... Oui, je sais, c'est un petit peu partisan. Bravo. Alors, un ballon en plastique rose qui trône au milieu de l'image avec un ruban rose, bref, que du rose. L'image évoque en fait un gender reveal, ces fêtes américaines au cours desquelles on dévoile notamment le sexe de l'enfant. Vous allez voir quelques images justement piochées sur TikTok, des ballons, des confettis, des fumigènes, des feux d'artifice, du bleu, du rose ou les deux en fonction. Sur les réseaux sociaux, ces vidéos en fait font un tabac et ont pris le dessus sur les baby showers. Alors plus que l'arrivée du bébé, l'idée c'est de mettre en avant l'annonce du sexe du futur enfant pendant la grossesse. C'est un concept qui nous vient bien évidemment des États-Unis. En 2008, c'est un phénomène qui s'est démocratisé partout dans le monde. Alors, on va revenir à notre une, on revient à ce ballon et on lit ouf, c'est ce qu'on peut lire puisque c'est donc une fille. Et The Economist nous informe du stupéfiant déclin de la préférence pour les garçons. Oui, l'hebdomadaire britannique l'assure, après des décennies d'avortements sélectifs en faveur des hommes et des millions de filles avortées parce qu'elles étaient tout simplement des filles, et bien la tendance s'inverse. En 2000, à l'échelle mondiale, plus d'1,5 million de filles prévues dans les pronostics de naissance n'ont jamais vu le jour, Guillaume. Et 25 ans plus tard, écoutez bien, ce chiffre tombe à 200 000 et il continue de baisser. Cette chute, elle a été rapide dans certaines régions du monde où il y avait une préférence pour les hommes. C'était le cas notamment de la Corée du Sud ou encore dans les pays asiatiques. Dans les pays aussi où les parents sont déjà désireux d'une mixité dans la fratrie, c'est le cas aussi des États-Unis ou encore de la Scandinavie. Les couples sont de plus en plus nombreux à essayer d'avoir une fille et ils payent d'ailleurs davantage pour adopter justement une fille. Il est à noter toutefois que les parents n'avortent pas les garçons parce qu'ils sont des garçons. C'est, on va dire, dans l'imaginaire et c'est quelque chose qui était une tradition avant. The Economist rappelle avoir qualifié l'avortement de masse de filles de genricide. C'était en 2010. Aujourd'hui, je cite, le déclin mondial de ce fléau est une bénédiction. Déjà parce qu'il témoigne en fait d'une atténuation de l'idée profondément sexiste selon laquelle avoir un garçon est plus valorisant. C'est ce que fait savoir The Economist. Mais aussi parce qu'il signifie que les hommes seront moins nombreux à être condamnés au célibat. C'est autre chose qui va vous faire rire, je le savais. Par exemple, en Chine, on va partir du côté de la Chine. Surnommés les branches nues, ils ont été et sont encore des millions à éprouver, je cite là encore, un ressentiment intense vis-à-vis de cette solitude imposée, ce qui les rend plus enclins à la violence et accroît le danger qui pèse sur les femmes, tout ça à cause de leur célibat, vous avez bien suivi c'est pas de leur faute, évidemment. Jamais, la violence, les hommes sont toujours, quoi qu'il arrive. Exactement. Cette transition rendra donc une grande partie du monde plus sûr, c'est ce qu'assure notamment l'hebdomadaire. On peut se réjouir que les filles peut-être soient préférées, mais on peut aussi se poser cette question, pourquoi avoir un garçon a-t-il fini par rebuter les parents ? Là, ça vous fait rire, j'en suis sûr. Réponse de l'hebdomadaire The Economist. Eh bien, au niveau mondial, écoutez bien, 93% des détenus sont des hommes. Ils sont majoritairement dans les faits de violence. Ils ont pris du retard à l'école.
Ils se sociabilisent moins, se sentent plus seuls, se suicident plus. Cela fait donc des raisons de s'inquiéter. Ce pourquoi on préfère les filles peut-être un peu plus stables. On va dire ça comme ça. Face à ce constat, la solution pourrait donc de rééquilibrer un peu les rôles, c'est-à-dire d'inciter les hommes à aller vers, un travail un peu plus féminin, des métiers plus féminins, d'aller du côté du soin, par exemple, ou leur offrir davantage de modèles masculins positifs. On en revient à ces masculinismes, on en parlait notamment ici même, à l'école notamment. C'est très sexiste, tout ça, dans un sens comme dans un autre, c'est où. Bon, en tout cas, à Tokyo, pour faire face à ce masculinisme, aux injonctions sociales, une professeure propose à ses élèves des échanges. Oui, le début d'une prise peut-être de conscience pour certains, nommés notamment de se conduire en homme. La masculinité toxique désigne une importance excessive accordée à cette virilité qui conduit à des comportements sexistes. Ces derniers, notamment, peuvent être à la source de souffrance pour les hommes eux-mêmes. Et dans la salle de classe, la plupart de ces élèves ne connaissent pas justement ce terme, justement au Japon. Qui a déjà dit à quelqu'un conduis-toi en homme, demande par exemple l'enseignante. Et là, il y a plusieurs mains qui vont se lever. L'un de ses élèves va raconter. J'ai dit ça à un copain qui cherchait à fuir les problèmes parce que je trouvais ça honteux. L'enseignante lui a alors demandé. Les femmes, elles, peuvent fuir leurs problèmes. Il répond en riant oui parce que les hommes sont là pour les protéger. Cet article ne date pas des années 50. On parle là d'un article de 2025. Donc, du coup, au Japon, il y a eu des rires dans la classe. Mais on voit que ça commence un petit peu à bouger. Les mentalités essayent tout doucement. Je sais que c'est un sujet qui peut prêter à sourire, mais qui est extrêmement sérieux, au point que l'économiste en ait fait justement un article. Mais bien sûr, c'est un sujet sérieux. Je rappelle juste que ces hommes qui sont censés donc protéger les femmes, ils sont 93% au niveau mondial des détenus à être des hommes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Guillaume. On marque non pas une courte pause du tout, mais on va aller vers le Zap pour retrouver le meilleur de School TV. Vous le racontez avec beaucoup d'honnêteté dans le livre, parfois beaucoup d'humour aussi. Au début, vous commettez toutes les maladresses et erreurs possibles. La principale étant de ne pas répondre aux questions aberrantes que vous pose un certain nombre d'élèves. Aucune question n'est vide de sens. Et même quand elles sont extrêmement provoques, voire formulées de manière obscène, derrière la forme sur laquelle on peut faire des remarques, il y a le fond et il y a toujours quelque chose qui ressort de l'angoisse. La sexualité, c'est un beau paquet cadeau, mais avec le paquet cadeau, il y a l'angoisse. Il y a l'angoisse, c'est les plus âgés. Il y a l'angoisse, c'est les seniors. Mais alors, chez les ados, elle est terrible. Et donc, négliger des questions, c'est vraiment faire une erreur. Et comment vous comprenez à un moment donné que ces questions, il faut y répondre ? Je le comprends parce que vous formez sur le tas, vous le dites vous-même. Il n'y a pas de manuel. Le manuel, c'est vous qui l'avez écrit. Le manuel n'existait pas. Ouais. Et je comprends que ces questions sont importantes parce qu'en même temps, j'avais créé un site internet et j'avais une espèce de chambre de résonance. Parfois, il y a la même question qui revenait 40 fois, sous une forme un tout petit peu différente, mais je voyais qu'il y avait du fond. Par exemple, les questions sur la zoophilie m'indisposaient terriblement. Je pensais qu'on se... Oui, vous racontez une question sur un âne à un moment, voilà. Je sais plus. Je pensais que les jeunes voulaient se moquer de moi, mais pas du tout. Il y en a beaucoup qui voient ça, et la question sur la zoophilie cache une question sur le consentement. C'est impossible pour un ado de 14-15 ans d'imaginer qu'il va pouvoir obtenir le consentement de telle fille qui lui plaît ou de tel garçon qui lui plaît. Par contre, un animal n'a pas besoin de consentir, on n'a pas besoin de lui demander la permission. Et donc, il y a une nécessité d'aborder aussi cette question parce qu'il le voit sur la pornographie. Ça peut durer 4, 5, 6 mois selon les... C'est ça, ça dépend selon les besoins, les différentes formations. Avec quels objectifs ? L'objectif de Graines de pâtissier, le premier, le plus important pour nous, c'est de donner confiance aux jeunes. D'accord. Et de leur donner confiance dans le métier de la pâtisserie, si c'est ce qu'ils souhaitent. L'idée, c'est de leur... Parce qu'il y a des besoins déjà ? Dans le métier de la pâtisserie, c'est un métier en tension, oui. Ouais. Il y a des besoins. Les artisans qu'on rencontre sont souvent... C'est ça qu'on s'en doute pas, pardon de vous couper, on s'en doute pas forcément. On se balade comme ça dans les rues de capitale, on voit toutes ces bonnes victuailles et on se dit pas, tiens, que là aussi c'est un secteur en tension, la pâtisserie. C'est un secteur en tension. Les artisans qu'on rencontre sont un peu inquiets de la pérennisation de leur métier. Il y a aussi un petit conflit intergénérationnel, mais il y a aussi... Ils ont un peu peur. Pourquoi de ce qui arrive. Parce qu'il y a quand même un gros changement entre la génération qui arrive sur le métier de pâtissier, les métiers en général, et les générations qui sont déjà installées. Ouais. Donc ça leur fait peur. Donc ils se demandent où sont les jeunes.
Ils se demandent où sont les bons jeunes et nous, on va les chercher à l'E2C pour les amener dans le métier. Vous parlez justement, Isna, de former des étudiants et une IA, de ce que je comprends, plus responsable, c'est ça. Et ça, c'est pas toujours évident, justement, à l'heure des fake news, des deepfakes, de choses qu'on peut faire parfois avec l'intelligence artificielle qu'on n'avait pas forcément imaginé faire il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer justement comment concrètement vos élèves, comme Baptiste, sont formés à une utilisation beaucoup plus éthique, quelque part, de l'IA? Oui, alors par plusieurs moyens. Alors, notre but, en tout cas au sein de l'ECE, notre objectif, c'est d'avoir justement déjà une souveraineté dans notre utilisation d'IA. Aujourd'hui, ChatGPT et tous les gros moteurs d'IA sont américains, chinois. Donc de revenir effectivement sur le fait de créer des modèles et là-dessus, on a eu la chance en plus d'avoir des étudiants qui ont créé des petits modèles. Vous savez, il y a des tailles de modèles. ChatGPT est un énorme modèle, beaucoup de données, mais ça demande du coup non seulement un impact environnemental important, et aussi en termes de sécurité de vos données. Ça, c'est aussi un gros souci, notamment sur des domaines comme l'armée, mais comme la finance, ou comme il y a beaucoup de banques, beaucoup de choses, même dans la formation. Et donc, ils ont appris à travailler sur des petits modèles qui sont du coup en local, qui en plus de ça garantissent une sécurité des données, comme le fait justement Baptiste sur son modèle, et qui fait en sorte qu'aussi au niveau environnemental, il y ait beaucoup moins d'impact. On leur enseigne aussi tout ce qui est éthique environnementale et aussi éthique sociétale. Donc ça, c'est des choses vraiment importantes au sein de l'ECE. Il y a des résultats parce que parmi les nombreuses conséquences de cette absence d'éducation, il y a le nombre d'avortements record en France, 15 000 par an chez les moins de 18 ans, 90 000 chez les moins de 24 ans. Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suisse, l'Allemagne, on n'est pas du tout dans cette situation-là. En ont 3 fois moins. Alors, est-ce que ça veut dire que les Françaises sont moins intelligentes ou moins précautionneuses? Bien sûr que non, mais on les éduque. Et donc, sur les 15 000... qui, à mon avis, sont une véritable catastrophe, parce que certaines jeunes femmes, pas toutes, mais certaines, sont traumatisées par cela. Sur les 15 000, il y a 10 000 qui sont évitables. Les 5 000 autres, c'est du risque. C'est je veux me mettre dans le risque pour éprouver les limites. Mais 10 000 évitables... C'est déjà considérable. Et personnellement, je ne suis pas ému par une femme de 35 ans qui a besoin d'une IVG, et on l'a fait, et gentiment, et il n'y a pas de souci dans notre pays. Mais une jeune de 15 ans qui termine sa première histoire d'amour sur une table d'opération, pardonnez-moi, mais je n'aurais pas voulu que ça arrive à ma fille. Je ne trouve pas que ce soit un bon apprentissage. Un axe essentiel de votre approche, c'est pour ça qu'il est essentiel de relier ces notions de vie affective et de vie sexuelle, c'est de dire que la sexualité, c'est d'abord des sentiments, du désir, de la parole. Vous dites, moi je leur raconte aux élèves que ça commence quand on se prend par la main. Ça commence quand on rêve les uns des autres sans oser le dire. Ouais. Ça commence quand on fantasme les uns sur les autres sans oser le dire. Ça se continue quand on se promène main par la main. Nous sommes dans un continuum de paroles. Et ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est que l'animal n'a qu'une génitalité. Et rares sont les animaux. Il y a quelques singes, si j'ai bien lu, si je vous ai bien lu. Ouais, voilà. Qui ont du sexe pouvoir, qui ont du sexe relationnel. Mais nous, ça commence par la capacité de dire « je t'aime ». Nathalie, comment vous les recrutez? Alors, on se structure parce que les jeunes sont là. Donc 75% effectivement des jeunes arrivent de la mission locale de Paris, principalement. On démarre également une co-collaboration avec France Travail, puisqu'on est sur des jeunes de 16 à 25 ans qui sont aussi demandeurs d'emploi. Et puis le reste, c'est toute une action de aller vers qu'on entreprend au niveau des salons, au niveau de toutes les associations ou organisations territoriales sur Paris. Il y en a beaucoup sur Paris. Il y a beaucoup de choses. Et puis après, comme le dit Philippe, on va utiliser toute la manne des réseaux sociaux, Insta, TikTok aussi, pour ne pas les citer. Pour ne pas les citer. Voilà, enfin, toute la manne des réseaux sociaux pour attirer des jeunes et pour dire qu'on existe et qu'on peut être une solution gratuite pour eux. Vous aviez conscience justement de l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, Baptiste, avant qu'on vous l'enseigne? Non. Au début, non. Et c'est vrai qu'on s'en rend vachement
compte. Je dirais que je m'en suis surtout rendu compte en travaillant sur mon projet, où j'ai dû utiliser des modèles plus ou moins gros, les entraîner, et tout ça demande de la puissance de calcul. Et aujourd'hui, cette puissance de calcul est très énergivore. Et donc, tout l'intérêt est là, d'entraîner des modèles sur des tâches spécifiques plutôt qu'utiliser des modèles très généralistes. Bien sûr. Et toute la plus-value est là sur ces projets. Le fait de les entraîner, de les rendre spécifiques, forcément, c'est moins énergivore. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Guillaume, à la fois pour les infos et pour cette chronique. Je ne m'en remets pas. Mais bon, c'est chouette de vous avoir. Vous m'apprenez toujours plein de trucs. Je suis merci d'être dans le Grand JT. Merci à vous tous de nous regarder donc, tous les jours. Merci aussi à toute la régie, à la réalisation. C'est Angèle Jean-Girard, au son Héloïse Merlin, au maquillage Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous et à demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.